Voici les 10 incohérences de One Piece que tous les fans du manga doivent connaître. Mais attention, le but de cette vidéo n'est pas d'attaquer Oda en listant tout un tas d'incohérences, mais d'expliquer pourquoi il est naturel d'avoir des incohérences dans une histoire de plus de 25 ans. Et sachez que parmi ces incohérences, certaines seront spéciales. Commençons par la plus logique, qui est bien sûr Shanks au village de Fuchsia. Alors ce n'est pas le fait qu'il y soit qui soit une incohérence, mais plutôt son altercation avec le bandit Iguma. Le bandit lui avait manqué de respect ouvertement, l'avait insulté, et y avait explosé la bouteille de rhum que le pirate lui avait gentiment tendue, avant de partir en l'insultant. Jusque là, tout est normal. Le souci, c'est qu'avec le databook Red de One Piece, où on a quelques informations sur Shanks, on apprend qu'en fait à ce moment-là, le nom de Shanks avait fait le tour du monde, et qu'il avait une prime de 1,40 milliard de berries. Je rappelle que les événements liés à Shanks à son passé par rapport à Eledia sont canons, mais que les événements propres au film Red, eux, ne le sont pas. Et donc, par rapport à comment Oda a construit son univers, sur comment les informations font le tour du monde, et comment les pirates ayant une prime énorme se font très vite reconnaître, aujourd'hui c'est juste impossible qu'Iguma ne puisse pas reconnaître Shanks à ce moment-là. Surtout qu'un pirate avec un chapeau de paille et 3 cicatrices sur l'œil, ça se reconnaît. Évidemment, il y a toujours des exceptions avec des personnages qui ne sont au courant de rien, et cela est fait de façon à avoir de l'intrigue dans l'œuvre. Peut-être qu'Iguma fait partie de l'un d'entre eux et vivait dans une cave. Mais en tout cas, à chaque accomplissement d'un pirate, le monde entier regarde toujours les informations, même jusqu'à East Blue. Quand Luffy a eu sa prime d'1,5 milliard, quand Shiki s'est évadé d'Impel Down, ou encore quand l'exécution de Ace était annoncée. Sur cette mer, Zoro, Don Krieg, Arlong étaient déjà très connus, même Jinbei était un nom connu d'East Blue. En plus, si on prend en compte le fait que les duels entre Shanks et Mihawk faisaient grand bruit, alors le visage de Shanks devait être connu. Pour moi, à mon sens, cette incohérence est simplement due au fait que l'auteur n'avait pas pensé à ce moment-là à tout le passé de Shanks en détail. Et c'est normal, là on parle d'une révélation 25 ans après le début de l'œuvre. Je ne dis pas qu'Oda n'avait pas prévu que Shanks soit un personnage important et puissant, je dis simplement que toute l'histoire de Shanks n'était pas établie. Et c'est surtout très drôle de voir un pirate de 8 millions de berries venir flex sa prime sur un pirate en valant 1 milliard. Mais la vraie question c'est, est-ce que Iguma connaît Honkai Star Rail? Dans les confins de l'espace infini, une légende s'élève, illuminée par les étoiles elles-mêmes, Honkai Star Rail. Un RPG multiplateforme a conquis les cœurs, remportant les plus prestigieux trophées. Meilleur jeu Google Play 2023, jeu de l'année sur l'iPhone en 2023, et le titre suprême de meilleur jeu mobile TGA 2023. Et maintenant, Honkai Star Rail est disponible sur PS5. Chaque joueur peut incarner un pionnier, explorer des mondes inconnus et s'imprégner d'une immersion totale grâce à des animations et des mélodies célestes. J'ai déjà parlé plusieurs fois de Honkai sur cette chaîne, mais il y a maintenant des modifications. La version 1.6 apporte un nouveau souffle à cette saga interstellaire. Laissez-vous guider vers la station spatiale où l'érudite Huan Mei, emblème d'élégance et de savoir, façonne la vie elle-même. En combat, son pouvoir glacial accorde des bénédictions à ses compagnons tout en exploitant les faiblesses de ses ennemis, dévoilant une grâce implacable. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parmi les étoiles réapparaît une légende, Blade, membre énigmatique des chasseurs de Stellaron. En combat, sa lame aiguisée ne fait qu'un avec les vents, invoquant une puissance dévastatrice en puisant dans sa propre immortalité, une malédiction qu'il porte avec fierté. Un nouveau personnage 4 étoiles fait aussi son apparition, Shuei, la nouvelle zone d'isolement ainsi que l'univers simulé viennent ajouter à l'intrigue des événements captivants et des défis redoutables, y compris l'arrivée fracassante du roi de l'essaim, briseur d'étoiles, Scaracabaz. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure Honkai, connectez-vous pendant 7 jours pour obtenir 10 passes spéciaux du Star Rail, afin de rallier à votre cause Huan Mei ou Blade. Vous trouverez le lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Afin de télécharger le jeu, avec le code de rédemption qui s'affiche à l'écran, vous recevrez 50 jets stellaires pour affronter l'inconnu et découvrir les merveilles qui vous attendent dans cet univers épique. Merci à Honkai d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mais dans l'arc Romance Dawn, la plus grosse incohérence, c'est bien sûr que Shanks ait dû perdre un bras pour sauver Luffy. Aujourd'hui, avec les informations qu'Oda a données sur la puissance du personnage à ce moment-là dans la chronologie de l'œuvre, c'est incohérent. Et même le scénario où Iguma arrive à échapper à Shanks avec un écran de fumée, alors que bon, avec un Haki bien entraîné, ce n'est pas un problème. La réponse à tout cela est que l'idée de faire perdre un bras à Shanks vient de son assistant de l'époque, Takanori Asada. En effet, le Weekly Shonen Jump est un magazine où très vite les œuvres peuvent se faire annuler si elles ne marquent pas le lecteur. J'explique tout cela dans ma vidéo sur l'histoire de Eiichiro Oda. Ainsi, Asada a donc opté pour ce choix, et il a eu raison. Ce chapitre 1 rend le personnage Shanks beaucoup plus intéressant et intriguant. L'histoire du chapeau de paille est beaucoup plus émouvante, et le lecteur attend impatiemment les retrouvailles entre Shanks et Luffy. Donc après coup, c'est vrai que c'est incohérent, mais si ça a permis à One Piece de devenir un des meilleurs shonen du monde, tant mieux. Sinon, en vérité, Yasop aurait pu abattre le monstre marin à distance, et voilà, c'est réglé. Mais bon, celui-là qu'on a besoin de lui, il est jamais là. Faut demander à Usopp. Mais ce n'est qu'une incohérence parmi tant d'autres. Il y en a encore d'autres très surprenantes. Et sachez que les numéros spéciaux sont en fait des incohérences perçues comme telles par la communauté,
mais qui en fait n'en sont pas. Et pourtant, on peut les voir plein de fois être cités sur des forums, dans des vidéos YouTube, ou dans des débats enflammés sur Twitter. Attention, ce n'est pas un clash contre quiconque, je veux juste qu'on arrête de dire qu'Oda fait des erreurs. Parce qu'une incohérence dans un manga, c'est quand un fait n'est pas cohérent avec les codes de l'univers conçu par l'auteur et l'histoire racontée. Ce type d'incohérences sont souvent celles qui le deviennent a posteriori parce que l'histoire évolue et l'auteur ne peut pas penser à tout. En tout cas, quoi qu'il arrive, la plus grande incohérence aujourd'hui est que tu ne sois toujours pas abonné à Luphilosophe. Donc si tu aimes mes vidéos et que tu fais partie des 80% de mes spectateurs qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Si tu peux laisser un pouce bleu, c'est super, c'est un petit geste mais qui change vraiment tout pour moi. Sans plus tarder, découvrons les prochaines incohérences. Cap vers l'arc Alabasta est une des plus grosses fautes professionnelles commises dans One Piece, car il faut parler de Vivi Nefertari, la princesse d'Alabasta qui, pour sauver son pays et défaire les imposteurs voulant s'emparer de son royaume, a adopté l'identité de Mist Wednesday au sein du Baroque Works afin de les infiltrer et tenter de comprendre qui était l'ennemi qui causait du souci dans ce royaume. Jusque-là, tout se tient, alors qu'est-ce qui, à mon sens, est de l'ordre de l'incohérence? Évidemment, comment le Baroque Works a mis autant de temps avant de comprendre sa vraie identité? Pensez-y. Crocodile, le chef du Baroque Works, est obsédé par la prise de contrôle d'Alabasta. Il a des infos sur la famille royale, sur l'armée rebelle, sur l'existence d'un poneglyphe. Il sait même que le poneglyphe de ce royaume est lié à l'arme antique Pluton. Le Baroque Works possède un tas de données sur le royaume d'Alabasta. Par contre, il laisse la princesse du royaume qu'il convoite infiltrer son réseau de criminels. Ok, soyons sérieux une seule seconde. L'auteur a fait sous-entendre que Robin et Crocodile savaient, mais qu'ils ont volontairement fait exprès de se faire prendre en filature, tout simplement car cela les amusait. Sauf que ça colle pas du tout avec le personnage. Même dans le récent chapitre 1100, on voit à quel point il est méticuleux lorsqu'il demande à Robin d'éliminer un bateau qui avait vu un navire de Dense Powder, la substance à l'origine du conflit d'Alabasta. Et puis même, parmi tous les chasseurs de primes de Whiskey Peak, personne n'a pu faire le lien entre ces deux personnages. Surtout qu'en même temps que Miss Wednesday apparaît, la princesse d'Alabasta vient de disparaître. Et c'est pour ça que Mr. Five appelle cela une faute grave. En vérité, le fait que le Baroque Works géré par Crocodile et Nico Robin ont volontairement laissé Vivi intégrer leur organisation, ce qui au passage a totalement foiré un plan qu'ils avaient prévu depuis plus de 10 ans, est juste un prétexte trouvé par l'auteur. Parce que le twist est qu'à l'origine, Miss Wednesday n'était pas censée être Vivi. Oda lui-même a révélé dans le 21e logbook que l'idée de cette double identité lui est venue très tard, uniquement après avoir dessiné Vivi les cheveux détachés pour la première fois. L'auteur a trouvé qu'elle avait un look de princesse et a donc décidé de faire de l'agent du Baroque Works la princesse d'Alabasta. Non, ce n'est pas de l'improvisation, c'est de l'art. C'est là qu'on touche à la magie d'Oda, car même si, encore une fois, on peut trouver cela incohérent, cela s'est transformé en une des intrigues majeures et une des plus captivantes de la série. Personnellement, moi la saga Alabasta, c'est la saga qui a fait de One Piece mon manga préféré. On a voyagé aux côtés de Vivi, de Whiskey Peak, à Little Garden, Drum, Nanohana, Yuba, Alubarna. On s'est lié à elle, on s'est investi dans son combat pour sauver son pays. Cela a enrichi l'histoire en donnant une profondeur inattendue à son personnage. Et croyez-moi, si Miss Wednesday et Vivi n'avaient pas été deux personnages différents, on ne se sentirait pas autant investi dans les histoires de Nefertari d'Ilili et de sa fuite actuelle. Alors oui, du point de vue logistique, ça ne tient pas la route de risquer un plan d'une dizaine d'années par amusement, mais en termes de narration, c'est un coup de maître. Mais Alabasta a aussi été le théâtre d'une scène qui est aujourd'hui considérée comme une incohérence. Car on ouvre un vieux moment de One Piece qui aujourd'hui est souvent reconnu comme une incohérence par la plupart des fans. Au chapitre 169, lorsque Pell, le garde d'Alabasta, dévoile son fruit du démon de type Zoan, il affirme que son fruit du faucon fait partie d'une liste restreinte de 5 fruits du démon, donnant la capacité à son utilisateur de voler. Bon, aujourd'hui, on en a plus que ça. Rien qu'avec Pell, Marco le Phénix, Kaido le dragon, King le Pteranodon, Kabu le scarabée, Bian l'abeille, et peut-être même Lafitte qui semble avoir un pouvoir permettant de voler. Et encore beaucoup d'autres fruits du démon qui donnent indirectement la capacité de voler, mais qu'on ne citera pas car ceux-ci dépendent plus de l'ingéniosité combative du possesseur que du pouvoir en lui-même, comme Doflamingo qui attache ses fils au nuage, voire Fujitora qui fait flotter la roche en dessous de lui. Aujourd'hui, on cite cela comme une incohérence alors que ce n'en est tout simplement pas une, car un détail important dans One Piece n'est pas ce qui est dit, mais qui le dit. L'univers de Eiichiro Oda nous
nous a déjà démontré qu'il fallait prêter attention car une vérité est soumise à qui contrôle l'information. Et la source principale d'informations sur les fruits du démon dans One Piece est bien sûr l'encyclopédie des fruits du démon. Dans le monde de One Piece, c'est un ouvrage recensant les pouvoirs, les noms, la forme et la couleur des fruits du démon. Mais comme vous l'avez compris, c'est un ouvrage qui évolue avec le temps. Par exemple, lorsque Kaku et Khalifa obtiennent leurs fruits du démon, Lucci affirmera que ces fruits ne sont pas encore mentionnés dans cette encyclopédie. De même pour Vegapunk, qui explique que l'ancienne encyclopédie des fruits du démon ne mentionnait pas de Gomu Gomu no Mi. Donc au moment où Pell prononce cette phrase, il part de la version de l'ouvrage que lui a lu. Et peut-être que celle que lui a lue ne mentionne que 5 fruits du démon, donnant la capacité de voler. Ce n'est donc pas une incohérence qu'il y ait plus de 5 fruits du démon qui permettent de voler uniquement via le pouvoir intrinsèque du fruit, puisque cette phrase de Pell est en accord total avec l'univers que Eiichiro Oda a construit et le personnage qui est Pell, un gardien d'un royaume sur Grand Line. Si par exemple cette phrase avait été prononcée par Vegapunk, là ça aurait déjà été un peu différent. Par contre, le prochain moment dont j'ai envie de parler constitue aujourd'hui selon moi une incohérence. Le Haki annule les effets provoqués par un fruit du démon. Oui, c'est bien ce qui nous a été montré par Trafalgar Law. Attention, c'est différent du simple Haki de l'armement qui permet de toucher les fruits du démon de type Lodia, ou les Paramecia qui modifient la structure du corps. Ici, on parle de tout ce qui est produit par les effets d'un pouvoir, comme Fujitora qui augmente la gravité autour du corps d'une personne, Trafalgar Law qui téléporte un individu, ou le découpe en recollant ses membres, Jewelry Bonnie qui fait rajeunir quelqu'un, Perona qui crée des émotions négatives chez une personne, voire même être changé en jouet par Sugar. Il faut aussi différencier ces effets des effets provoqués par d'autres facteurs, comme le Melo Melo no Mi de Hancock qui marche tant que la cible succombe au charme de l'utilisateur. Law avait déjà indiqué cela lors de la bataille sur le toit de Nigashima, lorsqu'il affirmait ne pas pouvoir téléporter Big Mom et Kaido dû à leur Haki trop puissant. Et face à Doc Q, l'auteur nous a fait une belle démonstration de ce procédé dans le chapitre 1063. Vu comment cela se passe, on dirait que l'utilisateur doit consciemment charger son Haki pour contrer cet effet. Et en soi, c'est pas plus mal, ça permet de contrer pas mal de fruits du démon puissants. Mais lorsqu'on fait un retour en arrière, il y a plein de moments où on a vu un personnage puissant, maîtrisant le Haki, se faire avoir par ce genre de pouvoir. Un exemple nous vient encore une fois de Law lui-même, ou dans l'arc Dressrosa, on l'a vu à plusieurs reprises téléporter Doflamingo. La première fois on peut se dire qu'il ne s'y attendait pas, mais normalement, après, t'es censé être sur tes gardes, sans oublier que Doflamingo est un utilisateur du Haki des rois. Il possède lui aussi un Haki puissant. Et bon, ça se trouve, peut-être que l'ex-capitaine Corsair ne savait pas du tout qu'un tel pouvoir existait. C'est alors qu'on se dit que la justification pourrait venir d'un écart de Haki. Même si Doflamingo possède un Haki puissant, l'écart avec celui de Law n'est peut-être pas assez grand pour que le démon céleste puisse l'empêcher de le téléporter. Ce qui nous amène à l'autre exemple, toujours dans l'arc de Dressrosa, qui est Sugar avec son Hobby no Mi. Elle a changé en jouet pas mal d'utilisateurs du Haki, Cavendish, Sai et surtout Don Shinjao, autrefois un grand pirate, possesseur du Haki des rois, qui, malgré les années, on peut dire, l'a toujours, en démontre son combat avec Luffy dans le Colisée. Et vous allez me dire que sur le coup, ils ne s'y attendaient pas, qu'ils ne sont pas dans leur corps, et donc ils ne peuvent pas utiliser leur Haki pour ressortir de cet état, comme Law, changé en femme, l'avait fait. Or, le Haki est une force de l'esprit, il peut être utilisé même si l'esprit d'un individu est dans un autre corps, comme la fois où Sanji, dans le corps de Nami, a utilisé le Haki de l'observation. Vous allez me dire, oui, mais Sugar donne des ordres à ses jouets, mais cela fait partie de son pouvoir justement. Normalement, plusieurs utilisateurs du Haki auraient pu s'en sortir. Et même si c'est le cas, Kiros aussi est un utilisateur du Haki, qu'il a enseigné à Rebecca d'ailleurs, et il était un jouet n'ayant pas reçu d'ordre de la part de Sugar. Peut-être que finalement, aucun d'entre eux était au courant que ce pouvoir existait. Ou alors, peut-être que le Haki de Sugar était trop puissant par rapport à tous ces autres personnages. Bref, je pense que c'est bien que cela soit officiel. Cela permet de rééquilibrer certains pouvoirs, sinon Doflamingo pourrait contrôler Garp et Sengoku, comme il l'a fait avec Sanji. Jewelry Bonnie pourrait remettre Barbe Noire comme un enfant, et on s'en sortirait plus. Par contre, une fausse incohérence qu'on peut souvent entendre est l'absence du Haki avant l'ellipse. Et ça, il faut en parler. On dit souvent que le Haki avant l'arc Sabaody n'était pas vraiment établi, et que c'est vraiment à partir de ces arcs, Sabaody, Amazon Lily, qu'il devient vraiment bien clair dans l'œuvre. Et c'est faux, parce que le Haki présenté par Rayleigh juste avant l'ellipse a existé dans toutes ses formes avant le manga. Dès le chapitre 1, Shanks utilise le Haki des rois, et le réutilise même au chapitre 439. La première fois qu'un personnage semble éveiller son Haki, c'est Zoro pendant son combat contre Mr. One, où ce qu'il semble décrire ressemble beaucoup au concept du Ryuo expliqué dans l'arc Wano. Et c'est officiellement Barbe Noire qui utilise ce terme pour la première fois, en disant que Luffy ne pouvait pas avoir une prime d'uniquement 30 millions de berry avec un tel Haki. Sur Skypiea, le Haki de l'observation est bel et bien présent, sous ce qui était appelé mantra. Quant au Haki de l'armement, on l'a vu avec Sentomaru, sur Amazon Lily, ou encore juste après Enies Lobby quand l'équipage se demande pourquoi Luffy a mal
mal quand il reçoit des coups de son grand-père. Mais certains fans estiment que certains personnages de One Piece pré-Ellipse auraient dû utiliser le Haki. On explique par exemple que les agents spéciaux du gouvernement mondial auraient dû maîtriser ce pouvoir. Et bien, personnellement, quand je vois la technique 6 pouvoirs gun de Rob Lucci, j'ai l'impression qu'on retrouve les principes du Ryuo expliqués dans l'arc Wano. Et on peut même comparer certaines techniques des 6 pouvoirs à ceux du Haki. Je dirais même que les 6 pouvoirs sont comme un entraînement vers le Haki. Dans la partie pré-Ellipse de One Piece, il n'y a que Crocodile pour qui on peut dire que c'est bizarre que ce personnage n'ait pas utilisé le Haki. Peut-être que le secret de Crocodile, connu par Ivankov, est lié à cela. En tout cas, on ne peut pas dire que les 3 types de Haki n'étaient pas préparés ni non prévus. C'est même l'inverse. L'auteur a glissé toutes les facettes de ce pouvoir avant de l'expliquer clairement. Et quant à pourquoi la couleur de l'armement n'était pas visible avant l'ellipse, eh bien simplement on peut dire que c'est parce qu'on suit l'histoire par le prisme de Luffy. Mais bon, assez parlé de Haki, et retournons vers les fruits du démon. Une belle incohérence de One Piece est bien sûr celle du passé de Sanji. Rappelez-vous du moment où Luffy coule après avoir vaincu Don Krieg, le cuisinier se demande pourquoi Luffy ne remonte pas. Zeph lui explique que les possesseurs de fruits du démon coulent automatiquement une fois tombés dans l'eau, ce que semblait ignorer Sanji qui s'est ensuite empressé d'aller sauver Luffy en plongeant. Or, dans l'arc Thriller Bark, au chapitre 464, on apprend que Sanji a lu l'encyclopédie des fruits du démon lorsqu'il était enfant. Un passage qui nous est montré en animé dans l'arc Whole Cake durant son flashback au sein des Germa 6. Mais du coup, s'il a lu l'encyclopédie des fruits du démon, alors ce n'est pas cohérent avec le fait qu'il ne savait pas la malédiction derrière ces fruits. Et vous allez sûrement me dire qu'il y a plusieurs encyclopédies et que finalement, peut-être que celle que Sanji a lue ne faisait pas la mention d'une malédiction, faisant de chaque utilisateur une enclume. Or, les paroles de Sanji disent le contraire. Le personnage dit bien, un seul d'entre eux, en parlant de fruits du démon, est parvenu à susciter mon intérêt. Le seul qui, selon moi, justifiait d'être maudit pour le restant de ses jours. Donc Sanji était bel et bien au courant qu'il y avait une malédiction derrière les fruits du démon. Ainsi, c'est une incohérence. À moins qu'il l'avait oublié, et c'est quand il a vu Robin se faire coller par Absalom qu'il est devenu jaloux et qu'il s'est rappelé d'un de ses rêves. En parlant de Robin, elle est liée à la prochaine incohérence, qui est même devenue une fausse controverse. C'est mon incohérence perçue par les fans que je préfère. Parce qu'en fait, cela montre que la plupart d'entre nous avons commencé One Piece en animé. Je parle bien sûr du changement de couleur de peau de Nico Robin. Tous ceux qui ont regardé l'animé l'ont remarqué. Robin était bronzé au début de One Piece, et puis au fil des années, sa peau a blanchi petit à petit. Et quand elle revient après l'ellipse, elle est devenue totalement blanche. Un gros changement qui ont poussé même certains à dire que la Toei Animation blanchissait ses personnages. Parce que Robin n'est pas le seul cas, des personnages comme Zoro ou Usopp semblent aussi avoir changé. Certains fans ont tenté d'expliquer que c'est parce que Robin avait la peau bronzée due au soleil d'Alabasta et qu'elle a perdu son bronzage avec le temps. Ce qui ne colle pas étant donné qu'elle avait cette couleur de peau dès son enfance sur l'île d'Ohara. Donc le fait que Robin soit devenue blanche après l'ellipse constituerait une incohérence. Mais non, le problème est bien plus simple que ça. Robin n'a jamais eu la peau bronzée dans le manga. On le remarque sur les pages couleurs officielles de l'auteur, sur les couvertures de tomes et les color spreads. Pareil pour sa mère, Nico Olvia. Le problème, c'est qu'au moment où la Toei Animation doit introduire Robin dans l'anime en avril 2001, il n'y a pas encore de couleur définitive de Robin qui existe, à part la couverture du chapitre 160, mais qui peut ne pas être définitive, et donc la Toei a dû passer cela à la trappe, et s'est dit, au pire, Oda peut s'adapter. Donc à mon avis, ils ont voulu improviser et faire leur propre couleur de Nico Robin. Sauf que sur le tome 21 paru en décembre 2001, Oda dessine encore Robin avec sa vraie couleur de peau. L'auteur la gardera tout le temps sur tous ses tomes. Donc forcément, au bout d'un moment, voir un personnage important qui n'a pas les mêmes couleurs sur les tomes et sur l'animé, ça pose un problème. Sauf que changer la couleur d'un personnage d'un épisode à l'autre, ça paraît quand même bizarre. Ainsi, j'imagine qu'ils ont profité de la partie où les Mugiwara reviennent après les livres de 2 ans, avec tous des chara-design modifiés, pour remettre la vraie couleur de peau de l'archéologue. Et en soi, c'était le meilleur moment pour le faire, même s'ils avaient déjà commencé avant, lorsque Robin était à Tequila Wolf. C'est un cas qui est arrivé plusieurs fois dans One Piece. Par exemple, la couleur des yeux de Mihawk n'est pas jaune orangé, mais rouge comme ceux de Imu. À la base, Kuma devait avoir une veste orange, mais cette fois, c'est l'auteur qui a suivi le coloris qu'a donné l'animé. Par contre, je n'ai jamais compris pourquoi la Toei persiste à mettre les yeux bleus à Robin alors qu'elle a les yeux marrons. Donc il n'y a rien d'incohérent, c'est simplement une question d'improvisation et de communication. Et justement, la communication et l'information jouent un rôle important dans la prochaine incohérence. Bon, là il faut qu'on parle des 4 euros de poneglyphes. C'est pas vraiment une incohérence parce que jusqu'à présent, les inscriptions sur les pierres restent un mystère. Mais dans le principe des poneglyphes qui nous a été expliqué, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas au point qu'il est possible de trouver Love-Tale sans avoir les 4 poneglyphes. D'après Inyo Arashi, chaque stèle rouge indique un emplacement différent. Et lorsqu'on les connaît tous,
sens et que les 4 points sont reliés sur une carte, alors au centre apparaîtrait la destination finale. Le mot ici qui est très important est centre, parce qu'en fait ça crée une situation assez drôle. D'ailleurs le même schéma est redessiné par l'auteur lorsque Goldie Roger explique à Barbe Blanche le principe des road poneglyphes. Vu que tracer les 4 lignes est nécessaire, alors logiquement, on se dit que si un des 4 road poneglyphes a disparu, impossible de trouver Loftel. D'où l'énigme du 4e poneglyphe disparu, qui était autrefois celui des hommes poissons, et du mystère de l'homme à la marque de feu, un homme qui serait la clé de ce road poneglyphe. Mais en fait, géométriquement, si tu sais que les lignes se coupent au centre, et je dis bien encore une fois au centre, alors tu peux trouver Loftel uniquement avec 3 road poneglyphes. Avec 2 road poneglyphes, il est impossible de savoir si on est sur une diagonale ou non. Mais avec 3 road poneglyphes, on sait qu'au moins une des lignes qu'on a est une diagonale. Et donc on peut étudier toutes les possibilités, et voilà, vous êtes devenu le roi des pirates, vous avez le One Piece, et tout est bon. Non mais s'il vous plaît, on vit dans un monde où les scientifiques peuvent créer du sang, des clones, des cyborgs, une petite figure géométrique, c'est faisable. T'envoies toutes les informations à Aokiji qui suit une ligne droite avec son vélo, et le tour est joué. Évidemment non, en réalité ce n'est pas si facile dans le monde de One Piece. On ne navigue pas sur Grand Line aussi facilement, la navigation se fait par champ magnétique, d'île en île, et cette mer est reconnue comme le cimetière des pirates. De deux, ça ne marche que si nous sommes sur des coordonnées en 2 dimensions. En 3 dimensions, ce n'est pas possible. Plus globalement, il faut toujours 3 satellites pour trouver une position en 2 dimensions et 4 satellites pour trouver une position en 3 dimensions. Mais du coup, c'est marrant parce que Inuarashi parle de tracer les lignes sur une carte. Mais j'imagine qu'à mon avis, c'était une façon de parler. 2-3, ce n'est évidemment pas le thème de One Piece. Luffy ne fera jamais ça. Il est avant tout intéressé par le voyage. C'est pourquoi il a crié sur Usopp quand le sniper voulait demander à Rayleigh des informations sur le One Piece. Donc quoi qu'il arrive, même si Luffy venait à avoir les 4 road poneglyphes maintenant, il ira quand même jusqu'au bout du log pose, soit l'île de Lodestar. Évidemment, encore une fois, on ne sait pas réellement ce qui est écrit sur les 4 road poneglyphes, et les 2 schémas montrés doivent être des versions simplifiées du vrai procédé. Surtout que Inuarashi n'est pas vraiment allé sur Laftel. Il est rentré sur Wano pour aider Dame Toki qui était tombée malade. Et même quand Goldie Roger explique le fonctionnement à Barbe Blanche, lui non plus n'a pas encore déchiffré les road poneglyphes. Mais bon, tout ça ce n'est rien par rapport à une des fausses incohérences dans cette communauté concernant l'éveil des fruits du démon. On accuse souvent l'auteur d'avoir rendu incohérent l'éveil des Zoan dans le manga, car depuis Egghead et même depuis Wano Kuni avec Yamato et Luffy, les éveils de fruits du démon de type Zoan sont présentés avec un nuage de flammes autour du corps, alors que les Zoan éveillés vus précédemment n'en possédaient pas. Est-ce que vous vous souvenez de Doflamingo et de son explication sur l'éveil des fruits du démon au chapitre 785? Il posait la première pierre de ce concept en insistant sur la patience nécessaire à l'éveil. Crocodile, par ailleurs, avait utilisé le terme éveil pour décrire les gardiens Zoan d'Impel Down, qui, soit dit en passant, ne s'enveloppaient pas de nuages autour de leur corps. Et donc aujourd'hui, nous avons une ribambelle de Zoan éveillés, de Lucci à Kaku, et là la confusion commence. Pourquoi ces éveils ne se ressemblent-ils pas tous? Mais ce que certains appellent incohérence n'est rien d'autre qu'un oubli d'une précision. Rappelez-vous, Shaka clarifiait que l'éveil n'était pas une simple amélioration, mais un chemin vers un contrôle absolu, une maîtrise totale du fruit du démon. Les gardiens d'Impel Down étaient certes éveillés, mais pas maîtrisés, et surtout dominés par la volonté animale de leur fruit. Un membre du Gorosei explique que les Zoan ont leur propre volonté. C'est pourquoi ils étaient devenus des monstres sans parole, tapant sur tout ce qui bouge. Quant à Kaido et son absence de flamme sur Onigashima, c'est un mélange de circonstances. On peut dire qu'il utilisait son nuage de flamme pour faire voler Onigashima, et donc il ne l'avait pas autour de lui. Ainsi, tout ça n'est pas une incohérence. Tout comme un tas d'incohérences propres à l'anime One Piece qui sont donc de fausses incohérences, car elles n'existent pas dans le manga. Zoro qui coupe de l'acier dans l'épisode 59, alors qu'il apprend à le faire bien plus tard dans l'arc Alabasta contre Mr. One dans l'épisode 119, l'apparition d'un poneglyphe dans le désert d'Alabasta, qui est totalement fissuré, alors que ceux-ci sont réputés indestructibles. Encore une fois, un rajout de l'anime n'existant pas dans le manga. Mais je n'en parlerai pas parce que ce n'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant la question est, est-ce que c'est cohérent ou incohérent qu'on n'ait jamais vu la mère de Luffy? Eh ben sache que j'en parle dans cette vidéo là qui s'affiche juste ici, qui va te retracer toutes les origines de chaque membre de l'équipage. Sinon, porte-toi bien et moi je te dis à l'année prochaine.